Salut à vous, bande de petits et gros tentacules. Nous accueillons aujourd'hui JB, voilà, qui Moi. m'a complètement menacé pour faire cette vidéo parce que je lui dis mais c'est quoi ce sujet de merde? Non, on veut Planescape, on veut Planescape. Et il vient nous parler de Magic, le jeu capitalisateur. Enfin, j'ai raté ma vanne. Mais voilà, achète plus de decks pour gagner. Ouais. Ouais. Donc très honnêtement, je vais arrêter de dire des conneries, mais c'est vrai que si dans le concept Magic, moi je trouve ça méga bien. Dans la pratique, quand j'étais jeune, j'avais vraiment l'impression de jouer à paye-toi plus de decks, vole plus de decks pour gagner, et voilà. Et JB s'y mis récemment, et JB vient nous parler de sa nouvelle passion, et je vais arrêter de tenir le crachoir. Hop, coucou JB. Ouais. Alors, on va remettre les choses dans le contexte déjà. Non mais ça me paraît important. Déjà, je vais pas du tout invalider ce que tu viens de dire. Magic, c'est un gouffre à fric. C'est un gouffre à pognon. C'est un hobby qui est cher. Et je vais pas te dire oui, mais non, machin. Non, c'est un gouffre à pognon parce que ça flatte ce qu'il y a de pire chez nous, à savoir en tant que geek le côté collectionneur. Donc on va claquer pour avoir des collègues et tout. Et en tant qu'être humain, parce qu'on est au niveau des neurones, on est un peu con-con, ça stimule exactement les mêmes, tu sais, les mêmes travers que les jeux à gratter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu ouvres un booster, tu as ce petit truc d'adrénaline de te dire je vais choper la méga rare qui vaut plein de thunes. Et donc moralité, tu en achètes plein. Et donc moralité, tu claques des sommes absolument colossales. Donc je vais pas te dire le contraire, c'est un hobby super cher. Ça, c'est préambule, c'est accepté, c'est établi. Ouais, vas-y. Mais du coup, Ankama, les mecs qui ont fait Dofus et plein de trucs, ils avaient fait un petit jeu comme ça de cartes collectionnées, mais ils avaient fait un truc vachement couillu. Ils avaient sorti des petits hors-série où tu avais la vraie taille des cartes à photocopier pour, toi, en mode, si tu veux jouer à collectionner, tu achètes leurs boosters et leurs trucs. Mais sinon, en fait, enfin, tu avais accès à toutes les cartes du jeu. Ça existe, ça, à Magic? Et puis des conventions qui disent jouer comme vous voulez, ou c'est vraiment, faut avoir ses cartes, tirer des paquets, tout ça? Alors, c'est compliqué. Mais si tu veux bien, on va revenir là-dessus ensuite. Parce qu'en fait, moi, je vais remettre un petit peu mon parcours pour expliquer. Et je vais surtout expliquer parce que c'est moi qui ai mis la pression à Benoît pour qu'on fasse cette émission. Parce qu'en fait, je commençais à lui dire que je faisais plus trop. Enfin, j'avais plus trop d'intérêt pour les sorties jeux de rôle récentes et que j'étais à fond dans Magic en ce moment. Donc, il commence à me faire des vannes, tu sais, à me traiter de sale chauve parce que c'est comme ça qu'il est, hein, faut savoir. Et je lui dis, sur le ton un peu de la provoque, je te parie que je peux faire une émission sur la chaîne pour les vieux geeks qui parlent de Magic et qui va plaire aux gens, qui va intéresser même les pas joueurs de Magic. Et donc, je vais essayer de relever ce défi et de vous intéresser sur ce sujet, même si vous n'êtes absolument pas joueur de Magic, notamment parce qu'il y a des choses intéressantes par rapport à toutes mes interventions précédentes sur la chaîne, parce qu'en fait, Magic, c'est une évidence, c'est Wizard of the Coast, donc c'est la même boîte que Donjons et Dragons. Et ça, c'est pas anodin du tout. Parce que notamment, en fait, les deux hobbies, DD et Magic, sont maintenant mariés, liés de plein de façons différentes. Donc, voilà. Alors, je vais revenir sur mon parcours perso, histoire de dire les choses. Moi, je suis un des joueurs, on va dire, de la deuxième génération de Magic. C'est-à-dire que j'ai commencé à jouer sur la toute première VF. J'étais au collège à l'époque. Ce qui ne nous rajeunit pas, j'ai 44 ans, hein. Donc c'est pour dire, voilà. Et j'ai joué pendant très longtemps avec mon groupe qui était aussi mon groupe de rôlistes historiques, donc les mêmes gens avec qui je faisais du Bloodlust, du Innominé, du Ambre, c'était les gens avec qui on se tatanait la gueule à coups de 3-3 Trample en jouant à Magic. Et à un moment, on a arrêté Magic, on a vraiment complètement arrêté Magic, donc moi j'ai arrêté Magic pendant 15 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais gardé 5-6 decks dont j'étais assez content, je les avais gardés en souvenir, et j'avais remisé tout le reste de ma collecte à la cave chez ma mère. Je les avais laissés au fil d'un déménagement, je me suis dit, je les laisse à la cave chez ma mère, comme ça, même si je redéménage, je sais où c'est. Et en fait, là, sur mon dernier taf pro, un de mes collègues est joueur de Magic. Et donc, à un moment, on discute, tu vois, c'était il y a à peu près 4-5 mois. On commence à discuter, on commence à parler de Magic, et je lui dis, ah bah moi j'ai encore quelques vieux decks, si tu veux, je les amène sur une pause déj, on joue quoi. Et donc j'arrive, je me fais ruiner la gueule parce que j'avais pas compris un certain nombre de trucs sur lesquels je reviendrai ensuite, et notamment, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que je découvre qu'en fait on ne joue plus du tout, enfin plus réellement au même jeu,
Parce qu'en fait, moi, j'étais resté dans un monde, alors ceux qui ont un peu joué à Magic, où en gros, jouer à Magic, c'était jouer avec des decks de 60 cartes, où tu pouvais avoir jusqu'à 4 fois la même carte. Donc, dans un truc, c'était vraiment le format standard quand moi, je jouais à Magic. Alors qu'en fait, maintenant, la majorité des pratiquants jouent en format Commander, qui est un tout autre format, avec des decks de 100 cartes et carte unique obligatoire. Donc, aucune carte peut être doublée. Et en fait, bah, tu ne peux pas jouer l'un contre l'autre. C'est vraiment, en plus, il y a des règles un petit peu particulières quand tu joues en commandeur. Et donc, c'est là où je suis tombé dans ce que les Américains appellent un rabbit hole. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser, à me dire, mais attends, qu'est-ce que c'est que ces évolutions? Qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'ai commencé à fouiner. Et donc, j'ai découvert, en fait, ce qui était devenu Magic pendant les 15 ans où moi, j'avais complètement arrêté le jeu. Et, en fait, le jeu, d'un point de vue de game design, c'est absolument vertigineux ce qui s'est passé sur le jeu au fil de ces années. C'est-à-dire que Magic, il a un petit peu accompli sa révolution copernicienne, en fait, comme le jeu de rôle après la forge et tout ça. C'est-à-dire que c'est plus du tout devenu une pratique standard. À une époque, le jeu de rôle, ça pouvait se limiter en gros, soit tu faisais du DD, soit tu faisais du Cthulhu, soit tu faisais du Vampire, on va dire, dans les années 90. Mais maintenant, il y a eu énormément de choses. Donc, tu as le jeu de rôle, tu as les jeux de rôle motorisés par l'Apocalypse, tu as les jeux de rôle à MJ tournant, tu as le jeu de rôle solo, tu as énormément de choses qui se sont passées. Entre-temps, il y a des concepts théoriques comme la session zéro, tu vois, des trucs qui ont quand même révolutionné la pratique du jeu de rôle. Magic, en fait, a fait à peu près la même chose, dans le sens où maintenant, Magic, c'est un format qui se joue de dizaines de manières différentes. En fait, Magic, c'est pas un truc unifié. Tu as plein de sous-familles de gens qui jouent à Magic de façon spécifique, donc avec tel type de règles, tel type d'intérêt, tel type de dynamique. Et même au sein des groupes de joueurs, il y a quasiment l'équivalent de la session zéro, c'est-à-dire qu'on s'est rapidement, tous les pratiquants dans le monde se sont assez rapidement rendus compte effectivement ce que tu appelais le pay to win, c'est-à-dire plus tu mets de thunes dans ton deck, plus tu as de chances de gagner. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une grosse partie de la population magicienne qui a fait un pas de côté par rapport à ça et qui utilise vraiment l'équivalent d'une session zéro, c'est-à-dire qui est vraiment l'idée de se dire, nous, notre groupe de potes, comment on va jouer, qu'est-ce qu'on s'autorise, comment on fonctionne et en gros, quel niveau de puissance moyen on recherche pour pouvoir tous s'amuser. Ce qui est en fait quelque part l'équivalent d'une session zéro en jeu de rôle. Et tu te retrouves en fait face à un Magic qui n'est plus du tout une pratique globale, mais qui est une pratique quasiment table par table, groupe d'amis par groupe d'amis, et avec une infinité de variantes possibles. Oui, genre, il y a moyen de la jouer en bridge, quoi. Tout le monde connaît les 5-6 decks, et tu le tires au pif, et puis après, démerde-toi avec ce que tu drops, mais c'est pas, Je vais te pas donner complexe. un exemple qui est très concret, qui est, voilà, qui est pareil, qui est une révolution copernicienne sur la pratique de Magic. C'est la pratique, ce qu'on appelle le cube. Le cube à Magic, c'est des gros blocs de au minimum 184 cartes et tu peux monter jusqu'à 540 cartes. Et en gros, il y a quelqu'un qui est quasiment l'équivalent du maître de jeu, qui est en fait ce qu'on appelle le curateur du cube, qui a conçu son cube. Donc il a été chercher dans les dizaines de milliers de cartes Magic les cartes qui allaient constituer son cube, son expérience fermée, donc on va dire 360 cartes par exemple. Et en fait, les joueurs, donc qui sont entre 4 et 8, ça dépend du nombre de personnes qui vont venir jouer, vont utiliser exclusivement les cartes du cube dans une expérience de type draft. Alors le draft, c'est un truc très particulier où en gros tu construis ton jeu en temps réel en fonction de ce qui tombe par hasard et tout. Et donc tu fais des sélections et les paquets de cartes tournent. Donc il faut à la fois toi sélectionner et penser à ce que tu veux jouer, mais à ce que tu veux retirer des autres. Donc en fait, l'expérience de construction du jeu, elle se fait en temps réel et la stratégie commence avant même de jouer. Et donc, tu peux théoriquement te retrouver avec une bande de potes qui jouent avec le même cube tous les vendredis soirs pendant 2 ans. Tu vois? Et en étant complètement coupé de la méta compétitive de Magic parce qu'au fond, ils ont créé leur propre méta qui est liée au cube et à ce que le curateur du cube a mis
dans le cube qu'est-ce qu'il recherchait comme expérience ludique. Et ça, c'est une expérience, c'est un cas de figure, mais tu as des tas de choses hyper intéressantes qui se passent au niveau de Magic. Et en fait, Magic est quasiment devenu, à la fois dans l'expérience de construction de deck, mais dans les expériences de type cube ou dans les expériences de type session 0, c'est-à-dire on décide comment on va jouer, est quasiment devenu un exercice de game design pour chaque joueur. C'est-à-dire qu'en fait, on va commencer à pouvoir dire, par exemple, on pourrait se faire un cube en recherchant telle ambiance, en recherchant tel style de jeu. Ou alors, on pourrait dire, nous, on adore cette extension, donc on va jouer exclusivement en format limité avec uniquement cette extension. Donc on se coupe des 30 000 cartes Magic et on joue juste avec un set de 250-300 cartes. Et on va jouer uniquement avec ça, et à partir de là, on va voir ce que ça donne et tout ça. Et en fait, toutes ces options existent, toutes ces options, parce que la masse critique des joueurs de Magic, elle est énorme, et toutes ces options existent, et toutes ces options sont très largement pratiquées. Ok. Pour ceux qui voudraient s'y remettre un tout petit peu, le jeu de cartes PC actuellement Magic, ça correspond à quoi? Alors maintenant, exactement, Wizard of the Coast a exactement la même dynamique que sur Donjons et Dragons, c'est-à-dire la volonté d'amener les gens vers la pratique en ligne, parce que la pratique en ligne est de très loin la plus rentable pour eux, et celle qui permet à la fois donc de produire pour pas cher, puisqu'en gros, tu achètes du vent, tu achètes juste, il n'y a que les serveurs qui produisent, et en plus, ça te rend captif, parce que littéralement, si tu te connectes plus sur un serveur, tu joues plus. Alors qu'une fois que tu as acheté tes cartes papier, tu peux plus leur filer un centime, tu n'en as rien à faire. Alors, c'est le même principe, donc c'est gratuit en théorie. Donc, tu peux jouer gratuitement sur ce qui s'appelle Magic Arena. Tu peux jouer gratos. Maintenant, les petits neurones humains étant ce qu'ils sont, tu finis immanquablement, comme sur LoL, sur les micros en transaction, par lâcher de la thune. Et donc, voilà. Mais tu peux jouer à Magic Arena, tu peux jouer entièrement en ligne. Il y a une grosse commu, il y a vraiment des trucs, et pareil, exactement comme pour Donjons et Dragons, où maintenant tu peux acheter ton bundle pour avoir ton bouquin de règles et la version dématérialisée sur D&D Beyond. Maintenant, quand tu achètes ce qu'ils appellent les packs de découverte d'une extension, donc en gros, c'est le pack qui sort au moment où les boutiques organisent les tournois de découverte d'une nouvelle extension. Quand tu achètes le pack, donc où tu achètes 6 boosters d'un seul coup, tu as aussi 6 boosters sur Magic Arena. Tu achètes les deux, le matérialisé et le dématérialisé. Donc il y a vraiment le côté Magic, vous pouvez jouer en papier, avec les papiers avec vos potes ou chez vous sur votre ordi. Alors moi, je ne joue pas sur ordi, de même que je suis pas, parce que j'aime bien le côté low-tech, donc j'aime pas l'idée de jouer en ligne. Donc moi, je joue uniquement avec ma version papier, comme ça je peux dire fuck off à Wizard quand j'ai envie de dire fuck off. Mais ils sont exactement sur la même ligne que sur Donjon, à savoir la volonté de proposer une pratique en ligne de ce jeu de société. Ah, mais là, je ne saisis pas la perche pour déraper sur une question de fond sur l'édition DD. Je me tais. Ça, c'est dur. Non, mais vas-y, tant qu'à être là. Oui, parce qu'effectivement, on peut voir qu'en ce moment, leur ligne éditoriale, à part. J'ai vu Landscape en tête, mais on peut en avoir d'autres. Hein, ce côté faire boîte, à la fois aventure et petite présentation de monde. Le côté, on pousse de plus en plus les gens sur du démat. Je me demandais aussi s'il n'y avait pas une certaine forme de, plus artistiquement, d'uniformisation puis de gommage de certaines aspérités les plus gênantes de l'ensemble de leur production d'univers pour pouvoir faire un DD-verse cohérent. Parce que quand tu jouais au DD-verse avec un DD2, c'était quand même un sacré bordel. Et là, c'est vrai que si on gomme un peu certaines aspérités, et après, on a un DD-verse plus cohérent et on peut proposer de passer d'un monde à l'autre. Je sais pas si ce que je dis c'est cohérent ou incompréhensible. Non, mais après, je comprends pas. En fait, je comprends pas exactement la question. Mais ce qui est évident, c'est que eux, ça fait un certain temps sur Wizard et sur Donjon, ça fait un certain temps qu'ils ont mis en avant le multivers, donc en gros la multiplicité des mondes, etc. On est sur la même ligne sur Magic depuis très longtemps. Ce qui les intéresse, c'est les intrigues multiverselles, parce qu'il faut savoir que dans Magic, en fait, il y a une narration qui est construite extension après extension, avec des méga plots, des grands méchants,
il y a des trucs extrêmement ambitieux. J'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais il y a des trucs, ils ont vraiment fait des épopées multiverselles avec des méchants, voilà. Mais quelque part, je pense qu'on avait déjà eu cette conversation sur une interview. Moi, je ne peux que mettre ça en parallèle avec Marvel, avec ce qui est en train de se passer sur les films Marvel, à savoir, quelque part, quand on atteint une masse critique, quand un entertainment mainstream atteint une masse critique, il dérive naturellement vers le multiverse. Parce que je ne saurais pas vraiment t'expliquer pourquoi, mais probablement parce qu'il y a cette espèce de volonté, quelque part, de mettre tous leurs atouts à l'écran en permanence, de montrer l'ensemble des trucs, en se disant, si on propose ça, ensuite les gens pourront éventuellement récupérer ce qui, eux, les intéresse et faire leur truc un peu plus zoomé, un peu moins limité. Mais ce qui est sûr, c'est que les plus grosses franchises machines à thunes actuellement dans la pop culture un peu nerd, elles sont toutes branchées multivers. Tu vois des multivers partout. Le trip, c'est le trip multiversel. Moi, je ne saurais pas dire pourquoi. Moi, à titre perso, ça ne m'intéresse pas trop. C'est d'ailleurs en partie aussi pour ça que moi, DD5 m'intéresse moins. Parce que moi, j'aime les univers très marqués. J'aime le zoom. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les petits trucs. Et le côté multiversel, ça ne me fait pas particulièrement triper. Tu vois, j'ai jamais tripé sur Spelljammer. Le côté on voyage de monde en monde, ça me gonfle. Tu vois, moi, ce que j'aime, enfin, moi, mon DD5, c'est parmi tout ce qui est sorti, c'est beaucoup plus Curse of Strahd où tu es coincé en Barovie, ou la Sword Coast où tu fais ton X-Crawl dans la côte des épées, ou Ravnica où tu as ton District 10, où tu restes dans le District 10, que tout ce qui est en train d'être proposé sur le multivers. J'ai quasiment jamais fait jouer de campagne de voyage dans le multivers, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est le côté. Mais encore une fois, je joue pas au niveau, moi, donc voilà. Ouais, moi, ça m'est arrivé enfin, sur du Elric, j'aime bien ça. Mais enfin, c'était ça le sens de mon truc qui était très mal formulé tout à l'heure. Je veux dire, c'est que, par exemple, à l'ancienne, avoir un magicien qui venait du monde de Darksun face à un magicien de Kryn qui avait ses sorts limités par la couleur de sa robe, face à un magicien qui vient d'ailleurs. Enfin, toi, les règles étaient trop différentes, ce qui faisait un gros bordel. Là, j'ai la sensation que dans ce qui sort, c'est plus voilà, il y a une architecture de magicien 5E, et puis hop, tu as le droit à une spécialité, et puis fais-nous plus chier, tout se règle là, et puis il y a pas, y a guère plus de règles qui te différencient un mage d'un monde à l'autre. Je saurais pas. Enfin, ça. Ouais, on s'en fout, c'est un autre sujet. Non, mais Ça, en je fait, creuserai ça pour faire une émission comme un grand garçon. non, non, Parce mais en que, fait, si tu regardes d'un point de vue design pur, actuellement, si tu veux faire un mago en cinquième, t'as, j'ai peut-être forcé un peu le trait, mais t'as une centaine de builds possibles, vraiment. Enfin, entre tous les archétypes, les historiques et les dons et les races par combinatoire, tu peux faire des centaines, enfin je pense une bonne centaine de magiciens différents. Donc, si tu veux typer ton magicien Kryn, si tu veux typer ton magicien Dragonlance, ça se fait. Maintenant, on en revient au problème 5e versus OSR. Qu'est-ce qui type ton perso? Sa fiche ou ton roleplay? Tu vois? Et qu'est-ce qui est le plus important? Alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui veulent avoir les leviers mécaniques pour typer et customiser leur perso. Et il y en a qui considèrent que ce qui va typer et ce qui va faire ton personnage, c'est les 5-6 premières parties, le roleplay, les machins. Donc ça, c'est l'OSR enfin, on va dire le DD old school et le DD moderne qui se regardent en chien de faïence. Mais ce qui est sûr, c'est que du point de vue de la méta-pratique, c'est-à-dire ce que tu peux faire tout seul dans ton coin quand ta table n'est pas réunie, le design moderne est plus intéressant. Parce qu'en gros, tu vas pouvoir regarder des bouquins de règles. C'est exactement comme ça que DD3 a été conçu. C'est-à-dire le modèle de DD3, c'est un modèle qui encourage les joueurs, donc par le biais du système mastery, qui avait été théorisé par Monte Cook, qui est un des créateurs de la 3e édition. L'idée, c'est d'encourager les joueurs à acheter des suppléments de règles pour qu'ils puissent davantage maîtriser le système et davantage customiser mécaniquement leur personnage. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que c'est ça qui fait triper
la jeune génération. C'est pour ça que tu as des dizaines de chaînes YouTube customiser votre bonhomme, c'est qui l'archétype le plus fort, c'est quoi le meilleur don, les combos qui tuent. Enfin, tu as des chaînes comme ça partout. Parce qu'en fait, ça te permet de jouer tout seul, en fait. Et pour revenir au truc, c'est exactement le même principe que faire soi-même son deck de Magic avant d'aller jouer avec les potes. C'est la même idée, c'est-à-dire que tu as ta méta pratique, je fais mon truc avant la partie, donc avant de jouer, je joue déjà, mais je joue tout seul. Oui, un jeu avant le jeu, ouais. Voilà, et c'est ce qui, commercialement, c'est ce qui vend le mieux. Tu te rends bien compte que les mecs qui jouent toujours avec Basic DD, donc avec BX, c'est-à-dire avec 2 boîtes achetées en 81 et qui jouent toujours avec, c'est pas avec ces mecs-là que tu vas faire tourner une boîte comme Wizard of the Coast. Ça marche pas. Ils sont Donc, pas rentables. ils sont pas rentables. Donc, à un moment, il faut arriver à vendre du truc. Et toutes les boîtes qui font du donge le font, que ce soit chez les Américains, chez Cobalt Press, ou en France, chez BBE ou chez Agathe, on te sort du supplément, on te sort des points de règle, on te sort des machins, parce que c'est ça qui vend. Regarde, même à une petite échelle, chez Chibi, je ne sais pas si tu sais que LG, il affiche ses chiffres de vente. Bon, il y a sur le site de LG, vous pouvez voir les ventes de tous les bouquins. Bah, sur Cœur Vaillant, donc on a Cœur Vaillant, Compagnon 1, Compagnon 2, Aventure et Ogre de Gel, donc il y a 5 bouquins. Les aventures, donc le recueil de one-shot et la campagne, se sont moins vendus que les 2 compagnons. C'est-à-dire que les gens réclament de l'aventure, du prêt à jouer, mais ce qui se vend le mieux, c'est les suppléments de règles. Enfin, c'est pas une nouveauté, tout le monde le sait dans le milieu du jeu de rôle. Mais à la base, j'étais censé parler de Magic, non? Oui, c'est pour ça que je me disais, j'ai trouvé le titre de ma vidéo, JB essaye de parler de Magic, virgule, mais n'y arrive pas vraiment. Ouais, ça va être un truc comme ça. Donc vas-y, retourne sur Magic. Non, mais en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on vient d'expliquer montre bien le parallèle. Et pour conclure là-dessus, quand Monte Cook commence à théoriser le système Mastery pour DD3, il appelle ça le syndrome de la tour d'ivoire. La tour d'ivoire étant une carte mythique de Magic, pour montrer le concept du PJ, du joueur qui a sa fiche avec sa collection d'objets magiques, qui est en fait son deck, en fait son perso customisé, avec ses dons, avec ses machins. Et donc tu vois bien, la boucle est bouclée, tu vois le fait que les deux hobbies sont liés. Et je vais revenir là-dessus pour faire une démonstration absolument imparable. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que par exemple, là je sors les bouquins, les gros bouquins d'univers Magic, donc qui sont magnifiques, qui sont de principe, c'est des bouquins pour avoir les illustrations en pleine page, les illustrations absolument magnifiques, et qui te détaillent univers de Magic par univers de Magic. Donc voilà, ça donne. Et évidemment que j'avais déjà montré le Ravnica, qui est superbe. Voilà, ces bouquins-là sont écrits par le même mec qui écrit le Fizban et le Bigby. C'est James Wyatt qui écrit les bouquins d'univers, les synthèses d'univers de Magic et certains suppléments 5e. Et évidemment, toutes les conversions Magic, donc Theros et Ravnica pour DD5, sont écrites par lui, sont effectuées par lui. Et ce mec, c'est quelqu'un qui, dans le milieu de Donge, c'est quelqu'un qui est dans Donge, il n'est pas dans Donge depuis 5 minutes. Hein. Le gars, ça fait 20 ans qu'il écrit du Donge, sauf qu'il est passé creative designer chez Magic. Et donc, il effectue la jonction entre les 2 pôles. En 5e, on en est arrivé au stade où on a quand même 3 suppléments Magic. Donc, j'ai pas acheté Strixhaven parce qu'il paraît que c'est une merde et donc ça ne m'intéresse pas. Mais on en est à... Non, mais vraiment, il s'est fait démolir. Je crois que j'ai pas lu une bonne critique de Strixhaven, donc t'as pas envie de sortir tes 50 bifetons. Donc je ne vous ferai jamais de critique de Strixhaven. Et on en est quand même à 3 suppléments Magic qui sont une conversion... Non, 3 suppléments donjons qui sont les conversions de l'univers Magic. Et là, pour fêter la sortie du dernier univers Magic, qui est sorti en septembre, à savoir
mon chouchou, les friches d'Eldraine, donc un univers conte de fées. On retrouve sur D&D Beyond un mini bestiaire Eldraine qui est sorti en numérique exclusivement pour une somme coquette pour 30 monstres uniquement sur ton ordi. Mais ça, c'est un autre problème. Et donc, on voit qu'ils sont vraiment en train de développer les deux gammes en parallèle. Pareil, il y a une référence à un univers de Magic très inspiré viking dans le Big B. Donc, on voit bien que c'est la même boîte qui gère, et la même boîte, elle a envie de faire des petits trucs comme ça. Pour autant, pourquoi moi, actuellement, je suis plus emballé par tout ce que je vois dans Magic que ce que je vois dans Donge? C'est une conversation qu'on a déjà eue un peu avant l'émission, parce que je trouve qu'actuellement, les univers de Magic sont plus ambitieux que les univers de Donge. Notamment donc l'univers Eldraine, qui est mon chouchou, qui est une revisite des contes de fées. C'est la deuxième extension dans cet univers, celle qui vient de sortir, les Friches d'Eldraine. Avant, il y a eu le Trône d'Eldraine en 2019, et là, c'est les Friches d'Eldraine qui est sorti en septembre 2023. Il y a des idées, et notamment, il y a une adéquation entre le game design et le narrative design, donc entre vraiment les mécaniques de jeu et ce que le monde veut raconter, qui sont, mais c'est vertigineux. Les équipes de Magic, c'est des tueurs. C'est des game designers. C'est hallucinant les idées qu'ils ont eues pour renouveler le jeu, pour créer des nouvelles mécaniques, pour créer une synergie entre la carte, le récit et tout. Et ils ont une connaissance, c'est des vrais nerds, hein, c'est des gens de chez nous. Ils ont une connaissance des légendes, des contes de fées, et ils les réinventent et ils créent des trucs. Et tu vois, typiquement, j'étais en plein dedans quand j'ai lu le Big B, et le fait de lire, parce que je disais dans ma critique du Big B, le fait de lire d'un côté du Jack Vance, et donc de lire cette légende de la fantasy que j'avais pas encore vraiment lu, moi je l'avais surtout lu en SF, et de lire son travail en fantasy, de découvrir Eldraine de Magic en disant ah ouais d'accord ils ont fait ça, bah c'est ça qui fait que quand j'ai lu Big B, je me suis fait chier. Tu vois, parce qu'en fait, tout ce qu'on te présentait comme univers dans le Big B, je trouvais ça 20 fois moins intéressant que ce que je pouvais lire de ce que décrivait le monde d'Eldraine sur la gestion même de ces géants. Même les géants d'Eldraine, je les trouve plus sympas que les géants de Big B. Et en fait, j'ai l'impression que autant il la joue safe sur Donjon, donc ils ont un côté zéro prise de risque, parce que justement, ils sont devenus mainstream de façon presque embarrassante pour eux, parce qu'il y a un public qui est jeune, parce qu'il y a la volonté d'être cross-média, tout ce que tu veux. Donc autant ils se policent vachement sur des dés, autant ils tentent des trucs en termes de narration pure sur Magic, qui sont super intéressants. Par exemple, je vais revenir, je t'avais dit que je te parlais de ces... Du coup, c'est étonnant, parce qu'en termes de poule aux œufs d'or, je pense que Magic, c'est en terre d'aider. Toi qu'ils fassent leur prise de risque sur le truc qui est en fait qui est leur poule aux œufs d'or. Ouais, mais je pense je pense qu'ils ont bien fait leur petite stat de public, et ils se sont aperçus que le public de Magic a en moyenne 10 à 15 ans de plus que le public de Donjon. Donc ils se permettent plus de choses. Et je ne saurais pas exactement expliquer pourquoi, mais même graphiquement, il y a des trucs qui sont beaucoup plus agressifs. Par exemple, c'est un exemple, et on revient sur ces logiques transplanaires. Sur la continuité de 4 extensions successives, ils ont raconté comment donc un plan absolument cauchemardesque basé sur un design biomécanique, tu vois, à la Giger, un plan absolument cauchemardesque qui s'appelle Phyrexia, enfin New Phyrexia, avait réussi à établir des têtes de pont dans tout le multivers pour essayer d'envahir et donc d'unifier tout le multivers à la manière d'une espèce de virus biomécanique qui bouffe tout sur son passage. Et notamment, sur les 4 extensions, donc au début, tu as une extension qui se passe dans le Dominaria, qui est le tout premier univers de Magic. Ils commencent à montrer leur truc. Donc tu vois Dominaria, et puis tu vois Dominaria qui commence à être attaqué. Et donc tu vois quelques créatures biomécaniques. Et ensuite, là où ils prennent un vrai risque, c'est qu'ils te mettent le deuxième truc qui s'appelle
New Phyrexia All Will Be One, donc tout sera unifié, tout sera pacifié, tout sera englobé, qui est une extension qui est entièrement rédigée du point de vue de cette civilisation biomécanique. C'est-à-dire que toutes les cartes sont des horreurs biomécaniques à la Giger, avec quelques cartes qui sont franchement flippantes. Et avec un design, ils ont été chercher des dessinateurs pour faire des variantes de cartes, ils ont cherché des dessinateurs de couves de métal, tu vois, pour te donner un truc vraiment qui rentre dans la gueule. Tu as des cartes qui sont gorissimes et toute l'extension te propose de mettre en scène ces créatures-là, quoi. Et ensuite, sur les extensions suivantes, ils te montrent comment ils lancent leur grande invasion, et évidemment comment ça échoue, et comment ils ne peuvent pas coloniser le monde et tout. Mais donc, ils te font une énorme narration sur 4 blocs, et donc je termine, et honnêtement, la façon dont ils dépeignent cette civilisation biomécanique dégueulasse est 100 fois plus flippante, impressionnante, et donc quelque part dérangeante, que tout ce qu'on a pu montrer, par exemple, dans Descent into Avernus, sur les enfers de Dédé ou l'Abysse. Mais vraiment, il n'y a pas photo. Mais du coup, une toute petite remarque, questionnement, machin, et je vais me mettre tous les fans de Warhammer 40 000 aussi à dos par le même coup. Alors, je trouve le lore que tu exposes intéressant. J'aime beaucoup l'ancien lore de Warhammer 40 000 jusqu'au dernier truc qu'ils ont fait avec les retours de tous les Primarques, machin, où j'accroche moins. Mais contrairement en fait à DD, j'ai l'impression que DD c'est un jeu de rôle, tu joues dans le lore, tandis que Magic et Warhammer, je peux complètement, enfin je comprends que les gens sont intéressés par le lore, hein, parce que c'est une exposition de l'univers sympa, mais quelque part elle est, je joue pas dedans, si je veux, je m'en fous, je regarde juste l'aspect mécanique des cartes de Magic, mécanique de mes armées, et puis j'en ai rien à foutre de ce qui raconte. Enfin, toi, c'est même pas la cerise sur le gâteau. C'est t'as le gâteau, puis t'as le colis de cerise qui est à côté. Ouais. Ça me semble beaucoup plus séparé. Mais je vais te raconter une anecdote qui est extrêmement intéressante. Moi, je suis un vrai geek, hein, je suis un vrai nerd, je suis un vrai amateur d'univers. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et notamment, donc j'ai Ta commencé, femme, elle te confie ta Game Boy quand vous allez au resto. c'est ça. Et même depuis que je manipule, je fais mes decks et tout, ma meuf, elle me regarde, elle est consternée, elle me dit, t'es encore en train de compter tes cartes? Je te jure, je me prends un scud par jour, c'est terrible. Bref. Et, euh, et moi, je commence à m'intéresser un petit peu, et tu t'aperçois en fait que dans Magic, une combinaison de 2 couleurs est systématiquement désignée par les joueurs par le nom de la guilde de Ravnica qui correspond. Et à l'inverse, dans la continuité, une combinaison de 3 couleurs est systématiquement désignée par des références issues d'autres extensions qui établissaient des factions basées sur des groupes de 3 couleurs dans d'autres univers et tout. Et donc, moi, mon premier réflexe, ça a été de me dire, putain, mais je vais aller lire un peu ces extensions, ça a l'air super intéressant, à quoi ça correspond et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte en parlant avec mes potes joueurs ou mes potes de potes que j'étais le seul con à aller chercher ça. Tu vois, eux, ils utilisaient le terme technique pour dire si tu joues avec ces 3 couleurs-là combinées, bah, tu joues tel truc. Enfin, c'est un nom très précis, mais ils ne savent pas pourquoi. Moi, je suis le seul connard à aller chercher. Attends, mais ça correspond à quoi? Ça renvoie à quoi? Et pareil, à chaque fois que tu joues maintenant une combinaison de 2 couleurs, on te dit, ah bah tu joues et on te renvoie à telle guilde de Magic, de Ravnica, même si le jeu n'a rien à voir avec la guilde de Ravnica, parce que le nom de la guilde est devenu synonyme de la combinaison des 2 couleurs. Et donc en fait, tu as des éléments de lore qui sont devenus des éléments techniques. Et effectivement, tous les joueurs ne s'intéressent pas au lore. Tu as des joueurs qui sont à fond dans la technique, et tu as des joueurs qui sont en recherche d'un peu plus de signifiance et tout ça. Et, euh, et effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Tu as le gâteau et le coulis. Tu as ceux qui mangent que le gâteau. Tu as ceux qui vont prendre le coulis et le mettre sur le gâteau. Et il y a pas de. Tous les joueurs ne fonctionnent pas de la même manière là-dessus. Voir le coulis peut intéresser. Enfin, moi, je sais par exemple, pour Warhammer 40 000, je suis que coulis. J'ai vraiment suivi le monde, j'ai lu des romans du monde. Le jeu de petites figurines, j'ai des potes qui jouent, je leur ai toujours dit, mais sans moi, ça m'intéresse, Ouais. mais Mais à par exemple, 0% d'intérêt, quoi. les 3 bouquins de Magic que je vous ai montrés,
je les ai achetés il y a 2 ans avant même de me remettre à Magic, parce que ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'univers, c'était les illustrations, et je les avais achetés pour jouer avec des D5. Donc maintenant, je suis bien content de les avoir parce que je peux établir des correspondances entre les cartes et ce que je voyais du lore, tu vois, donc ça m'intéresse. Mais moi, j'étais aussi potentiellement en train de manger du coulis. Et d'ailleurs, tu parlais de Warhammer 40 000. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2-3 ans, Magic établit des partenariats avec toutes les plus grandes licences de geeks du monde. Et donc, il y a eu un set Magic Warhammer 40 000. Il y a eu un set Magic Seigneur des Anneaux. Et pour le fric. Mais alors attends, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est évident que c'est tout pour le fric. Là, ils viennent de sortir, c'est sorti genre il y a 15 jours, un set Magic Doctor Who, et ils ont annoncé pour 2025 Magic Marvel. Donc tu vas pouvoir sortir ton Iron Man en carte Magic. C'est absolument évident que c'est du cross-merchandising dégueulasse, mais c'est là où les équipes de Wizard sont très très fortes. C'est que par exemple, le crossover Magic Warhammer 40 000, que moi j'achèterais jamais de la vie, parce que ça m'intéresse pas du tout de jouer à Warhammer 40 000 dans ces conditions-là, alors que j'adore l'univers de Warhammer 40 000, mais ce crossover est considéré comme une réussite technique. C'est-à-dire que les decks, ils ont sorti 4 préconstruits Commander. Donc, Commander, c'est ce que je t'explique, c'est le format 100 et tout, avec une créature qui est le commandant de ton armée. Ils ont sorti 4 decks préconstruits Warhammer 40 000. Tous les experts du jeu te disent ces 4 préconstruits, ils sont géniaux. Ils se jouent super bien en partie à 4. Tu retrouves vraiment l'essence de l'univers. Il y a une adéquation mécanique-narration qui est parfaite. C'est un putain de beau boulot de game design. Et je pense que c'est ça. C'est un autre point commun qu'il y a entre Magic et Donjons et Dragons. C'est qu'il ne faut jamais oublier qu'en fait, dans les 2 cas, tu as Wizard of the Coast et Hasbro. Et en fait, tous les moves d'enculés pour nous tirer du pognon, c'est Hasbro qui lance les trucs, tu vois, notamment ce qui s'est passé avec l'OGL sur DD5, la petite tentative qu'ils ont faite. Tu peux être sûr que c'est les mecs d'Hasbro derrière. Et après, tu as les mecs de Wizard, qui sont des vrais geeks, qui sont des vrais gens comme nous, qui tentent, on leur dit, bah, faut que tu fasses ça, faut que tu vendes plus. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait les mecs? On essaie de bien faire, on essaie de faire un truc à peu près correct, quoi. Et en fait, sur Magic, la nouvelle, elle date de la semaine dernière. Hein. Ils ont annoncé qu'ils allaient modifier le format de vente des boosters. Et ne nous mentons pas, ça va augmenter à la hausse le prix de la pratique. Ah bon? Voilà. Ce qui, pour quelqu'un qui est issu d'un pays où il y a à peu près une économie qui tient la route, c'est pas forcément, voilà, on va claquer 5 € de plus par mois, c'est pas la fin du monde. Pour quelqu'un qui est un joueur de Magic d'Amérique du Sud, par exemple, c'est pas du tout la même chose, parce que les 5 $ de plus, ça fait une beaucoup plus grosse différence. Et en fait, là, clairement, les mecs de Wizard ont annoncé la modif, tu vois, et en fait, c'est là où tu as un espèce de dégueulis qui vient d'Hasbro tout en haut, c'est-à-dire qu'au départ, je vous remets le contexte, vous allez voir, c'est fascinant quand même. Il y a, pareil, en 2019, Hasbro dit à Wizard, démerdez-vous comme vous voulez, en gros, il faut que vous augmentiez les ventes. Il faut que vous en vendiez plus. Donc, inventez un truc pour augmenter les ventes, pour flatter plus le collectionneur. Parce que c'est ça qu'ils recherchent. Hein. C'est la poule aux œufs d'or à Magic, c'est le collectionneur beaucoup plus que le joueur. Et donc, avant, il y avait un seul format de booster. Et à partir de là, il y a eu 2 formats de booster, voire 3 formats de booster. Donc, le format dit de draft, qui est vraiment un format pour jouer. Le format dit d'extension, qui est un hybride joueur-collectionneur, qui vaut un poil plus cher, mais qui permet d'avoir plus de chances d'avoir des rares et qui est précisément conçu pour gratter ce petit neurone du mec du joueur à gratter, tu sais. Donc, le truc, est-ce que je vais avoir plein de rares sur mon booster? Et ils ont sorti le booster collector avec plein de rares dedans, mais qui coûte un bras. Genre, le booster, il est à 30 balles, tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc absolument dégueulasse. Ça, c'était en 2019. Et évidemment, parce que ces grands esprits d'Hasbro qui s'étaient dit on va pouvoir vendre plus, là, ils ont fait leur bilan et ils se sont rendus compte qu'en fait, leur concept hybride, donc le booster d'extension, se vendait tellement bien, parce que ça a effectivement fait grimper les ventes, que les boutiques dans le monde entier
n'arrivait plus à écouler les boosters de draft, les premiers, les moins chers, ceux vraiment conçus pour le jeu. Et notamment, n'arrivait plus à écouler les stocks. Donc, Hasbro prend une décision pour augmenter son potentiel de vente qui fout, in fine, les revendeurs dans la merde. Si ça vous rappelle quelque chose. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que là, les mecs de Wizard viennent de faire une annonce en disant on va arrêter les boosters de draft, les boutiques n'arrivent pas à les vendre, donc on garde les boosters collector pour les méga richards qui sont tous cadres et banquiers d'affaires à la City parce que eux, de toute manière, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on va unifier les boosters de draft et les boosters d'extension pour faire un espèce de booster qu'ils ont appelé le Play Booster, donc le booster à jouer, et qui va en fait être qui va à la fois avoir la possibilité de gratter, donc de gratter plusieurs rares si tu as du bol sur ton même booster, mais qui va être à la fois aussi un format jouable. Donc ils sont obligés de réinventer un nouveau format pour qu'il y ait plus. C'est pas un peu con psychologiquement, parce que la réussite du booster hybride, c'est peut-être justement le mec qui vaut mieux que le palier précédent. Si le booster hybride, ça remplace, enfin, on n'a plus de comparaison du palier précédent, tu n'as pas de raison de te dire en achetant ça, j'aurai plus de chances qu'en achetant l'autre moins cher. Non, ils ont bien fait leurs études. Et donc, mais par contre, et c'est là où je termine le truc, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en cherchant ce format combiné à la fois pour le joueur et pour le collectionneur, donc ce Play Booster, ils ont bien évidemment aligné les prix sur le booster d'extension. Ce qui fait donc sur le prix le plus cher. Et donc, tous les gens qui jouent à Magic en ce qu'on appelle en format limité, le format limité, c'est quand tu joues en boutique, directement à partir de paquets que tu viens d'ouvrir, et donc tu joues soit en draft, soit ce qu'on appelle en paquet scellé. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une pratique hyper intéressante et qui vraiment met en avant le joueur. Et bien, tous ces gens-là, parce que comme si tu veux pratiquer, il faut acheter entre 3 et 6 boosters, 3 boosters pour un draft, 6 boosters pour un... ou alors bon bref, un certain nombre de boosters, bah, mécaniquement, la soirée en boutique pour te faire ton tournoi de paquet scellé avec les autres joueurs de la boutique, elle va te coûter plus cher. Et donc en gros, le prix d'entrée de Magic vient mécaniquement de monter. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a cette situation où Hasbro a dit vous vous démerdez, mais en gros on veut plus d'un vendu chez les drafts, et où tu as les mecs de Wizard qui ont dû inventer ce format hybride pour pouvoir, avec le même booster, flatter le collectionneur et permettre le jeu en paquet scellé. Et je pense on est vraiment dans le même cas que dans Donjons et Dragons, à savoir une décision, ce qui s'est passé avec l'OGL, les mecs d'Hasbro qui débarquent avec leur ancienne de chez Philip Morris ou je sais plus quoi, qui dit il faut augmenter la monétisation de donjons, vous vous démerdez comme vous voulez, donc le fameux One D&D. Les mecs de Wizard qui sont dans une merde noire, qui se prennent le raz-de-marée de colère geek en pleine gueule, et qui, vu la mauvaise presse et les articles dans les journaux de finance et tout, se retrouvent on les écoute enfin, et les mecs reviennent en arrière, filent tout en Creative Commons, etc. Et je pense que Magic, de ce point de vue-là, est exactement dans la même situation que Donjon, à savoir une équipe de créatifs qui sont des gens, des bons designers, mais qui sont en permanence sous le regard des mecs d'Hasbro qui ne comprennent qu'une seule chose, c'est les lignes comptables, quoi. Oui, c'est même plus tiens, faut qu'on fasse tourner la boîte, c'est juste au-dessus de nous, on a des requins qui n'ont rien à foutre de notre passion, faut que le pognon rentre. Qui n'en ont rien à foutre et qui ne la connaissent pas. Parce que clairement, ce qui s'est passé avec l'OGL sur DD5, c'est des gens qui ne comprenaient absolument pas comment fonctionnent les rôlistes. Mais bon, on va pas refaire le match, surtout qu'on l'a gagné, donc ça sert à rien de le refaire. Mais voilà, c'est un cas d'école. Et je pense que sur Magic, c'est exactement la même chose. Bon, pour faire des trucs plus gays, explique-nous. Ah ben non, tu nous l'as déjà fait, c'est vachement bien fait, ludiquement, au niveau mécanique. Mais par exemple, pour te donner un exemple que j'aime bien, c'est une carte. Donc, c'est une carte qui est issue de Trône d'Eldraine. Donc, Eldraine, je le refais rapidement parce que c'est mon univers que j'adore en ce moment. C'est un univers mélange arthurien, conte de fées, complètement remixé et qui permet de réutiliser tous les grands classiques du conte de fées européen.
Donc tu vas te retrouver avec la sorcière dans la cabane à bonbons, Hansel et Gretel, les haricots magiques qui montent chez les géants dans les nuages, tout Jack le y est. cambrioleur. Voilà, non mais tout y est. C'est part vraiment du principe que tout y est à un endroit ou à un autre. Tu as tous les mythes arthuriens, donc tu vas retrouver Excalibur, mais elle a pas ce nom-là. Tu vas retrouver Merlin, mais il n'a pas ce nom-là. Et plus tous les mythes, tout mélangé dans un seul univers. Tu secoues très fort, et c'est ça Eldraine. Et il y a une des cartes que je trouve assez fun dans ce qu'elle dit justement. En fait, c'est un bon exemple. Il y en a plein, hein. Il y en a vraiment plein de mélange de la narration et de la technique. Donc il y a une des cartes qui est issue de Trône d'Eldraine, dont la première extension qui est sortie en 2019. C'est un espèce d'énorme troll, c'est une grosse créature noire qui est hyper balèze pour son prix. C'est-à-dire que je vous passe les détails, mais en gros, il est beaucoup trop fort pour le prix que tu le payes. Donc là, tu te dis, waouh, génial. Et donc tu vois l'image, c'est une espèce d'énorme troll dégueulasse, c'est le troll sous les ponts, quoi. Tu as l'espèce d'énorme troll en train de courir après des chèvres pour les manger, tu vois. Et en fait, le principe, c'est que tu poses ton troll. Au moment où tu poses ton troll, tu files 3 petites chèvres, donc c'est des tokens chèvres, à ton adversaire. Et en fait, à chaque fois que tu vas essayer de l'attaquer, l'adversaire a le choix de sacrifier une des chèvres pour qu'en fait le troll n'attaque pas ce tour-ci. Parce que le troll est parti chasser la chèvre plutôt que d'aller cogner ton adversaire. Et je trouve ça hyper brillant, l'alliance de la narration et de la mécanique. C'est-à-dire que tu poses cette espèce d'énorme monstre, mais en fait, il ne va pas pouvoir être efficace tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il est trop occupé à aller boulotter les chefs du berger. Et tu vois, et tu trouves, t'en as plein des trucs comme ça dans les cartes Magic, c'est-à-dire des vraies réflexions de game design, des vraies idées, parce que mine de rien, ils en sont à 30 ans de vie du jeu. Faut se renouveler, quoi, tu vois. Et en fait, tu t'aperçois qu'ils ont une équipe de game designers qui est juste, ils sont brillants, les mecs. Ils sont vraiment très forts. Moi, en tant que wannabe game designer, en tout cas, voilà, de personnes qui s'intéressent au game design, je me prends claque sur claque quand je lis les cartes Magic et quand je vois ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment brillant. Non, mais moi, j'ai rien à. J'ai surtout pas te demander de reparler technique parce que je vais pas. Non, mais parle technique si tu veux. Au pire, j'irai me reprendre un café pour pas m'endormir. Mais non, si ça te fait chier, je pars du principe que ça fait chier les spectateurs aussi, donc je vais pas rentrer là-dessus. Mais Mais non, non, disons non. que Mais vraiment, plus, d'un point de vue design, c'est passionnant. non, puis parce que c'est un plaisir de te faire chier aussi, toi, à l'insu du Magic. Mais ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué. J'en suis arrêté à la première version. Enfin bon, ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, j'essaie d'être constructif. On a fait Magic lien à Magic DD. On a fait nos anticapitalistes primaires. Tu nous as parlé des univers Magic. Tu vas nous donner un petit exemple de ce qui, selon toi, est de la bonne mécanique Magic bien pensée en lien. Mon illustration raconte un truc, les mécaniques de la bestiole racontent le même truc. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ta passion Magic ou point? Non, je pourrais juste continuer en rajouter un peu sur les connexions, parce que par exemple, hop, hop, zoom, cet univers-là, Zendikar, hop, qu'il est beau, c'est un univers qui a été explicitement conçu donc par James Wyatt, un ancien designer de DD, je le rappelle, explicitement conçu comme un univers pour le dungeon crawling. Et faut se souvenir que c'est quelque chose qui est arrivé assez tôt dans la vie de la 5e édition, c'est que pour chaque bouquin comme ça, donc d'exposition d'un univers magique par son lore et par ses illustrations, vous pouvez télécharger gratuitement sur le site officiel de Wizard, mais aussi sur la DM's Guild, la conversion technique de l'univers par James Wyatt pour DD5. Et c'est devant le succès de ces conversions qu'ils ont décidé, en termes de téléchargement, qu'ils ont décidé de commencer à faire des suppléments Magic DD5. Même chose, cet univers-là, Ixalan, qui est typiquement un univers d'exploration. Tu peux faire un X-crawl incroyable avec ce truc. Alors, je le dis, ça, les loulous, si un jour ils l'adaptent en supplément 5e, foncez. Cet univers, il est dément. Il y a une nouvelle extension dans cet univers qui sort le mois prochain.
Mais cet univers, il est absolument incroyable. Et honnêtement, si j'avais un budget de temps infini, un budget de temps, pas argent, infini pour faire du jeu de rôle, je ferais une campagne 5e dans Ixalan. Ce bouquin, c'est une campagne. C'est vraiment, il y a tout ce qu'il faut. C'est magnifique. Les illustrations sont à tomber par terre. Et c'est de la vraie fantasy non tolkienienne. Il n'y a pas un atome de Tolkien dans ce truc-là. C'est une vraie proposition alternative et c'est juste dément. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre d'absolument brillant? Rien, j'ai déjà mentionné le fait qu'Eldraine venait d'être adapté sur D&D Beyond pour la 5e en petit supplément payant. Et pareil, moi j'adorerais jouer dans Eldraine avec des D5 parce que tu retrouves l'opposition entre le monde civilisé et le monde sauvage qui est typique de DD. Avec donc ce qu'ils appellent, parce que le premier supplément, la première extension Eldraine s'appelle le Trône d'Eldraine et décrit les 5 cours de chevaliers, donc très arthuriens. Et celle qui vient de sortir s'appelle les Friges d'Eldraine. Donc la traduction française est un peu. Mais en fait, c'est The Wild of Eldraine. Et les Wild, c'est le sauvage. Et donc, c'est le monde sauvage. C'est un truc qu'on utilise souvent, LG et moi, chez Chibi. L'opposition, enfin, en gros, le fait que les aventuriers dans Donge vont dans le monde sauvage pour explorer, pour chercher des trésors et des machins. Et tu retrouves exactement ça dans Eldraine. Donc, en fait, c'est là où tu vois que l'ADN des deux jeux est quand même extrêmement mêlé. Et puis, rappelons aussi, pareil, en termes de mélange, qu'il y a à peine quelques... Je ne sais plus si c'est il y a 1 an ou 2, mais il y a eu une extension Magic, Baldur's Gate. Donc, Royaumes oubliés, il y a eu un bloc complet Magic dans un univers des royaumes. Donc là, on voit que pareil, tout se recoupe en permanence et que les deux jeux sont devenus des jeux, si ce n'est jumeaux, au moins appartenant vraiment clairement à la même famille. Oui, avec des univers qui s'interpénètrent et oui, ça va finir dans le même gros univers Globi-Boulga, hein, tout ça. On verra. De toute façon, mais encore une fois, avec Ravnica, ça. Vous laissez pas aller, comment dirais-je, ne cédez pas à la tentation du multivers. Ça devient du gloubi-boulga dès que tu commences à te dire ouais, multivers, je mélange tout. Prenez un truc, zoomez dessus. Et c'est pas du gloubi-boulga. Jouez sur un univers, sur un continent, sur une région. C'est ça l'essence de DD. Quand vous utilisez Magic, utilisez un truc. Vous ne sentez pas obligé de refaire les intrigues multiplanaires. Marvel, c'est devenu de la soupe depuis qu'ils nous emmerdent avec leurs intrigues multiplanaires. Mais les premiers Marvel, quand c'est juste Iron Man, quand c'est juste, je sais pas, Hulk, ça marche super bien. Mais globalement, depuis qu'ils ont que le multivers en ligne de mire, chez Marvel, c'est de la daube, c'est de la soupe. C'est toujours le même principe, c'est refuser les produits qui sont en fait pour le plus grand dénominateur commun. C'est-à-dire, si c'est pour tout le monde, c'est pour personne. Cherchez le truc qui vous fait triper, qui vous fait vibrer. Moi, par exemple, sur mes decks de Magic, je m'oblige, mais pour des questions esthétiques, je m'oblige à ne jouer qu'avec des cartes issues de l'univers d'Eldraine. Je fais mes decks qu'avec les 2 extensions. Je ne vais pas chercher ailleurs, parce que je ne veux pas avoir, à côté de mon chevalier blanc, je ne veux pas avoir un Golgoth robotique japonisant ou un truc comme ça. C'est pas beau, ça ne me fait pas triper, tu vois. Et ça c'est nous, en tant que consommateurs, faisons nos choix, faut pas avoir l'instinct du complétiste, ça c'est de la merde, c'est là-dessus qu'ils jouent pour nous en fourguer toujours plus. Faites vos choix, designez vraiment ce avec quoi vous allez jouer, et épurez, mais on en revient à ce que j'ai toujours défendu via cohort d'orage et tout ça, c'est aller au minimum, quoi. Aller au plus petit truc, zoomer, et faites-vous une pratique vraiment à la carte. Moi, du coup, c'est pas une perche pour tu vois, si tu te rétales dessus une demi-heure, moi je sauve ma 4G. Mais quand tu n'arrêtes pas de dire zoomer, effectivement, enfin, toi, je pense au travail qu'a fait le Grumpf sur Pax, je massacre tout le temps le nom, Enignon, Exelion, Eligne, Pax et Rignon. Et Rignon, on a vraiment cet aspect, une description rapide de tout ce qui est grand, et puis on arrive sur la ville. Où tu as piqué, on joue à un endroit. Voilà. Bah oui, mais c'est ce qu'on a toujours défendu sur Cohort d'Orage depuis le début du jeu. Donc, vous avez pas. C'est comme refuser à Vampire, refuser les métaplots. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que fait le vieux vampire de 4000 ans. On s'en branle. Ce qui compte, c'est ce que font vos joueurs dans la petite ville, machin, et leur antagoniste. Il n'y a pas besoin que ce soit
un truc, c'est votre antagoniste, c'est le prince de la ville, c'est peut-être un plouc, mais c'est le prince de la ville, c'est lui votre antagoniste. Et moi, c'est aussi ça le donge que j'aime. J'aime le donge low level, où en gros, la question, c'est est-ce qu'on peut sortir de la ville pour aller faire telle aventure et revenir en vie. Le savoir si on peut aller sur tel plan, tel plan, tel plan, tel plan pour arrêter Vecna, j'en ai rien à branler, ça m'intéresse pas du tout. Ok. Non, mais c'est méchant Voilà. avec Vecna. Ça sera Mais son mot méchant de la avec fin. Vecna. Méchant avec Vecna. Hop, Ouais. je te garde pour moi. On dit que c'est dans la boîte ou Ça marche. dans la boîte? Salut les gens, je garde JB pour moi.